Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre cours concernant les infections néonatales bactériennes précoces ou les infections maternelles-fœtales. Nous sommes arrêtés la fois passée sur l'aspect de l'endocervisite. Et voilà à gauche dans l'illustration une endocervisite à chlamydia. Donc c'est l'aspect ultime de la propagation des germes. J'espère que vous vous souvenez des 4 notions qu'on a déjà citées dans la partie précédente. Maintenant, on va avancer. Donc, on va voir quelques notions épidémiologiques sur ces bactéries. Donc, si on vous pose la question, toujours prenez note. Les 2 germes qui sont prédominés, bien qui vont prédominer le tableau des infections des infections maternelles-fœtales, ils sont, premièrement, le SGB, c'est le streptocoque du groupe bêta-hémolytique. Il représente 62,5% des cas, suivi deuxièmement par le coli, comme on avait vu dans la partie bactériologique précédente. Le coli, le deuxième germe incriminé dans les infections maternelles-fœtales. Donc ça, c'est pour le nouveau-né qui est né à terme. Donc on répète, nouveau-né né à terme, les 2 germes, premièrement le SGB, le streptocoque du groupe bêta-hémolytique, voire deuxièmement le coli. Pour le prématuré, c'est l'inverse, c'est le coli qui va représenter le premier germe à incriminer. J'espère que vous aurez noté ça, suivi deuxièmement par le SGB. Mais de façon générale, si on vous pose la question, vous allez citer ces 2 fameux gènes, SGB, streptocoque du groupe bêta-hémolytique, et deuxièmement le coli. Heureusement, la listériose, ou bien la listeria, elle a beaucoup diminué grâce aux mesures des hygiènes, ou bien des mesures hygiéno-diététiques. Elle représente que 2% de ces infections. Consultez-vous votre bactériologie pour plus d'informations sur la listériose. D'autres germes, heureusement, qui sont plus rares, le staphylocoque. Donc, ce dernier, souvent, il est rencontré dans les infections nosocomiales. Vous allez voir ce staphylocoque dans les infections nosocomiales. L'hémophilus, le pseudomonas aeruginosa, le méningocoque, pneumocoque, salmonelle, la shigelle, le mycoplasme et les candidoses qui sont très rares. Ce qui est à retenir, ce sont ces 2 germes. Maintenant, on va passer à quelques spécificités ou bien quelques caractéristiques de ces infections. Prenons premièrement le milieu ou bien le liquide amniotique. On avait vu cette notion-là dans le cours des adaptations à la vie extra-embryonnaire. Toujours consultez vos cours ou bien traitez vos cours en enchaînement. Donc, le liquide amniotique doit être à l'état physiologique stérile. Notez-vous bien ce terme. Aucun germe doit être présent au niveau du liquide amniotique. Donc, ce liquide amniotique, il va contenir plusieurs facteurs qui vont s'opposer à la croissance de ces bactéries. On peut noter le CD14 soluble, on peut noter la lactoferrine. Donc voilà, ça c'est du CD14. Là voilà, ça c'est la lactoferrine, le phospholipase, l'histone et de la défensine. Donc tout ça, donc ça c'est du phospholipase. Là voilà, phospholipase toujours. Et là voilà votre défensine. Donc tout ça, ce sont des facteurs, je vous invite à les noter, qui vont lutter contre la propagation ou bien la croissance bactérienne au niveau du liquide amniotique. Donc, ce qui est à retenir, liquide amniotique, il doit être stérile. Donc, contamination de ce dernier, infection maternelle-fœtale. Donc, cette dernière, elle va conférer une activité antibactérienne partielle contre les germes, soit gram négatifs, soit gram positifs. Aussi, on revient à la notion de la flore vaginale. Voilà votre flore vaginale qui est la principale source de colonisation du liquide amniotique par des espèces pathogènes pour le nouveau-né. Donc c'est la flore bactérienne dans certains des cas, malheureusement, qui va coloniser ou bien qui va contaminer ce liquide amniotique et peut être responsable d'une infection maternelle-fœtale ou bien IMPP. Donc le liquide amniotique devrait être stérile. Donc une rupture. Donc les causes de cette interruption ou bien les causes de cette prolifération, c'est, si on vous pose la question, une rupture prolongée des poches des os, RPDE. Vous allez revoir cette notion-là dans votre module de gynécologie. La cause principale d'avoir contaminé du liquide amniotique, c'est la rupture prolongée des poches des os. Elle va s'associer à une augmentation de l'incidence des infections fœtales. Premier facteur de risque à noter, rupture des poches des os prolongées, qui va multiplier, faites attention, par 10 jusqu'au 100 les chances d'avoir une infection bactérienne précoce après 24 heures de cette rupture. Donc, premier facteur incriminé dans les infections maternelles-fœtales, rupture prolongée des poches des os dans les 24 heures. Deuxièmement,
La colonisation microbienne du liquide amniotique, elle est souvent la conséquence d'une fissuration microscopique des membranes. Les deux germes incriminés, on répète le SGB, streptocoque du groupe bêta, hémolytique de Hansfield, le colis et dans certains des cas, les candidats ou bien les candidoses. Le risque d'infection fœtale, il est lié à la concentration bactérienne dans le liquide amniotique. Elle est faible. Le risque d'avoir ou bien d'attraper une infection maternelle-fœtale, il est faible lorsque les germes ils sont inférieurs à 102 germes par millilitre et il est élevé lorsque vous allez voir dans votre prélèvement. C'est pour cela qu'on parlera d'une infection très probable ou bien infection certaine lorsqu'il s'agit des germes ou bien un taux de germes supérieur à 107 germes par millilitre. Vous êtes en train ou bien vous êtes en face d'un risque élevé d'attraper une infection maternelle-fœtale. Donc ce qu'il y a à retenir de cette plaque, c'est la rupture prolongée des poches des os et je répète, vous allez revoir ça dans votre module de gynécologie qui est le principal facteur de risque de ces infections. Maintenant, on va voir d'autres caractéristiques de l'immunité chez le nouveau-né. Malheureusement, le nouveau-né ou bien le fœtus, il a une immunité qui est affaiblie. Donc, surtout cette dernière, elle est affaiblie, surtout en cas d'immaturité, bien de prématurité. Donc, sur le plan immunologique, le nouveau-né ou bien le fœtus, il est vulnérable, soit sur le plan de l'immunité non spécifique ou bien l'immunité spécifique. Donc, on va détailler. Concernant l'immunité non spécifique, le système dit complément, malheureusement, il existe, mais il a un déficit du complément, surtout la voie classique et la voie alterne. Consultez-vous votre cours concernant le complément pour plus de détails. Surtout lorsqu'il s'agit, ou bien avant les 33 semaines, on répète la notion de prématurité, elle favorise cette vulnérabilité. Le nouveau-né, il est vulnérable, il est faible. Deuxièmement, pour la phagocytose, donc tout ça c'est l'immunité non spécifique. La phagocytose, donc voilà le complément, premièrement, une défaillance dans les deux voies classiques et alternes. Concernant la phagocytose, principalement, elle a moindre capacité pour les neutrophiles de pénétrer dans les tissus. Il s'agit aussi de déficit global de la phagocytose et surtout une insuffisance numérique des neutrophiles. Donc, un nouveau-né, il n'a pas beaucoup, il n'a pas un insuffisant nombre de neutrophiles qui vont contribuer à la sensibilité ou bien à la lutte contre les infections bactériennes. Généralement, le nouveau-né, il a une hyperleucocytose, surtout les lymphocytes, pour lutter contre les infections virales. Donc tout ça, vous allez revoir. Mais malheureusement, il a un déficit sur le nombre des polynucléaires neutrophiles qui sont les cellules phagocytaires principales. Concernant les cellules NK, natural killers, donc elles présentent un déficit de leur fonction cytotoxique. Tout ça, c'est de l'immunité. Pour les cellules dendritiques, la capacité de ces dernières cellules de synthétiser l'interleukine 12, l'interleukine 15. Donc, tout ça, vous avez vu dans votre deuxième année lorsque vous avez vu votre module d'immunologie. Donc, elle est diminuée. Même la capacité de générer les lymphocytes TCD8 cytotoxiques, elle est diminuée. Pour l'interféron, la production des deux interférons, interféron alpha et interféron bêta, elle est quantitativement normale chez le nouveau-né à terme, même aussi chez le prématuré, mais notez-vous bien, c'est la fibronectine, voilà votre cellule dendritique, et c'est la fibronectine, si on vous pose la question, c'est le taux de fibronectine chez le nouveau-né, particulièrement chez le prématuré, le taux de cette dernière, de cette fibronectine plasmatique, il est plus bas que chez un enfant de plus d'âge. Donc, sur le plan l'immunité non spécifique, le complément, la notion de phagocytose, les cellules NK natural killers, les cellules dendritiques, voire la fibronectine, tout ça, ce sont des facteurs qui vont favoriser ces infections materno-fœtales. Je pense que vous avez noté tous les points forts. Maintenant, deuxièmement, pour l'immunité spécifique, chez les nouveau-nés, on observe, prenez note toujours, une diminution de la production de cytokines après l'activation, une diminution de l'activité cytotoxique, une diminution de la capacité d'activation des lymphocytes B, des lymphocytes, ou bien les lymphocytes T du nouveau-né, ils sont immunocompétents, mais ils sont prématurés. Chez les prématurés nés avant 30 semaines, il a un risque accru d'infection par un faible passage transplacentaire
des IgG qui est très faible. Donc ça, vous savez que c'est seulement les IgG, les immunoglobulines G qui vont traverser la barrière placentaire. Ces dernières, c'est elles qui vont donner ou bien qui vont contribuer à l'immunité. Donc l'enfant, il est immunisé par sa mère. Donc il a ou bien il acquiert ces immunoglobulines grâce à sa mère. Lorsqu'il s'agit de prématurité, le terme qui est en train de se répéter surtout avant 30 semaines, il s'agit du mauvais passage de ces immunoglobulines. Donc surtout, on note une communication maternelle-fœtale qui est notamment observée, qui est développée au cours du 3e trimestre lorsqu'il s'agit d'une notion de prématurité, mauvaise traversée des immunoglobulines, et là voilà, votre nouveau-né, il est vulnérable. Et aussi, les immunoglobulines de type M et de type A, le nouveau-né, il a une production très faible des IgM, voire des IgA. Donc, sur les deux plans, immunité innée, immunité spécifique, le nouveau-né est vulnérable, et ce qui explique sur le plan physiopathologique la fatalité ou bien la gravité de ces infections maternelles-fœtales. J'espère que c'est clair. Donc, ça c'était première. Deuxièmement, pour les lymphocytes ou bien l'immunité spécifique. Et voilà un tableau dans votre support qui résume tout ce qu'on avait dit. Donc, pour les barrières anatomiques et physiologiques, tout ça c'est de l'immunité innée, les deux barrières. Donc, la peau, souvent elle est fragilisée chez le prématuré. Les poumons, toujours prématurés. Une clairance ciliaire qui est faible. L'estomac, l'acidité gastrique, elle n'est pas installée encore. Le pH, il restera alcalin. Donc tout ça, ce sont des mécanismes de défense. Absence de destruction microbienne. Pour les larmes et les salives, une faible concentration du lysozyme. Donc tout ça, c'est du cours de l'immunité innée. Deuxièmement, au niveau cellulaire, on note réduction d'activité fonctionnelle des macrophages, des lymphocytes, des natural killers, défaut de signalisation des TLR. Au niveau humoral, un taux bas, surtout à partir de la 32e semaine, et un taux bas de lipopolysaccharides, les AMP et les MBL et du complément. Pour l'immunité adaptative, donc au niveau cellulaire, diminution de la réponse T cytotoxique, au niveau humoral, diminution de la réponse anticorps et implication sur calendrier vaccinal. Maintenant, une notion importante, notez-vous que la colonisation du nouveau-né, elle va rester le plus souvent asymptomatique. Et il s'agit de 4 facteurs que vous devez reconnaître, bien que vous devez garder par cœur, qui vont faciliter le passage de la colonisation asymptomatique à une infection qui est symptomatique. On répète, souvent cette colonisation, elle est asymptomatique. Ces 4 facteurs sont, vous devez les noter par cœur, c'est hyper tombable, une absence d'anticorps spécifiques chez la mère, premièrement. Vous allez voir, ça c'est parmi des indications à l'antibioprophylaxie. Un faible taux d'anticorps, deuxièmement, spécifique chez le fœtus et donc le nouveau-né. Troisièmement, le caractère pathogène des germes et sa virulence. Donc, surtout le streptocoque du groupe B et le coli. Et l'importance quantitative de la colonisation et aussi sa durée. On répète, la colonisation de ce liquide amniotique restera le plus souvent asymptomatique. Et ces 4 facteurs-là que vous êtes censés de les garder par cœur, qui vont rendre cette dernière passer au stade symptomatique. Absence d'anticorps chez la mère, faible taux deuxièmement d'anticorps spécifiques chez le fœtus, le caractère pathogène du germe et sa virulence, si on vous pose ça comme question, et dernièrement l'importance soit quantitative de cette colonisation, la quantité de bactéries recueillies ou bien acquises dans le liquide amniotique, et aussi la durée, surtout on répète, c'est la notion de la rupture prolongée des membranes, surtout cette dernière lorsqu'elle va dépasser les 24 heures. C'est pour cela que vous allez avoir un risque élevé d'avoir une infection maternelle-fœtale qui va devenir symptomatique. Donc on va arrêter là, nous avons fini la première partie concernant l'aspect bactériologique de ces infections. Prochainement, on va engendrer la clinique, on va voir les indications de l'antibioprophylaxie, on va voir la conduite à tenir ou bien l'examen d'une mère qui va présenter ces risques infectieux et bien sûr, on va voir le traitement, comment prendre en charge
une infection materne-fœtale. Toujours bon courage, à la prochaine de ce cours. Je vous rencontre très prochainement.